Et il est 19h08 tout juste à Paris. C'est l'heure maintenant du débat de France 24. Bienvenue dans le débat de France 24, en route vers l'Elysée, à 2 mois du premier tour de l'élection présidentielle ici en France. Les surprises se succèdent. On avait eu ça, c'était début décembre. Je mesure l'enjeu de la période qui s'ouvre. Comme président de la République, je dois diriger l'État. J'ai la responsabilité d'assurer le fonctionnement régulier de nos institutions. Et aujourd'hui, je suis conscient des risques que ferait courir une démarche, la mienne, qui ne rassemblerait pas largement autour d'elle. Aussi, j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. C'était François Hollande qui renonçait à la surprise générale, à briguer un second mandat, premier président de la Ve République à effectuer ce pas de côté. Et aujourd'hui, on a eu ça. Parce que le risque est immense. Parce que les Français sont désorientés et souvent désespérés. J'ai décidé de faire à Emmanuel Macron une offre d'alliance. Je lui dis, le danger est trop grand, il faut changer les choses et le faire d'urgence. Unissons nos forces pour y parvenir. C'est sans doute un geste d'abnégation, mais ce sera aussi, je le crois, un geste d'espoir pour notre pays. Lui, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est François Bayrou, vétéran du centre en politique. Il avait fait monter le suspense, il avait accrédité l'idée qu'à la fois son ambition chevillée au corps, sa certitude d'avoir un destin présidentiel, tout autant que son rejet de François Fillon, il faut bien le dire, son mépris affiché jusque-là envers Emmanuel Macron ne laissait pas d'autre issue qu'une 4e candidature à l'Élysée. Et puis patatras, c'est donc un renfort aussi surprenant que peut-être déterminant à la candidature d'Emmanuel Macron. On va le voir en tout cas avec nos invités. Judith Weintraub, bonjour, vous êtes journaliste politique au Figaro. Frédéric Dabi, vous êtes directeur général adjoint de l'IFOP. Bonsoir. Henri Loret, éditorialiste au Télégramme. Bonsoir. Et également avec nous Alexis Massard, politologue, spécialiste au centre, directeur d'ESPOL, spécialiste du centre et directeur d'ESPOL, les European School of Political and Social Sciences. Vous êtes rattaché à l'Université catholique de Lille. Merci à vous tous d'être avec nous. Alors allons droit au but, Judith Weintraub. Ça conforte Macron, ce désistement? En tout cas, ça affaiblit François Fillon. Il est certain qu'une candidature de François Bayrou aurait permis sans doute de prendre quelques points à Emmanuel Macron et donc de faire passer peut-être François Fillon, de conforter la seconde place qu'il a reprise, qu'il vient de reprendre dans les sondages au candidat de En Marche. Donc, oui. Mais c'est là qu'on voit que depuis un certain temps, François Bayrou est moins un faiseur de roi qu'il n'exerce sa capacité de nuisance. Il l'a fait en 2012 en votant Hollande et en disant qu'il votait pour Hollande contre Nicolas Sarkozy. Et il le fait là en tenant un discours extrêmement virulent, extrêmement sévère. Et contre François Fillon et contre l'électorat de la droite. Moi, j'étais stupéfaite par la phrase qu'il a employée pour qualifier l'aveuglement de l'électorat de droite, qui l'a empêché de nouer l'accord dont il rêvait, lui, François Bayrou, avec Juppé. C'est quand même c'est assez rare de voir tout un électorat taxé d'aveuglement. Oui, effectivement, 4 millions et quelques d'électeurs qui s'étaient déplacés à la primaire. Frédéric Dabi, aujourd'hui, on le sait, dans les sondages, ils sont vraiment à touche-touche au premier tour. On va voir peut-être, c'est un des derniers sondages parus aujourd'hui de l'Institut ELAB, mais il y a aussi le rolling quotidien de l'IFOP qui montre aussi qu'ils sont vraiment roue dans roue, Emmanuel Macron et François Fillon. Alors là, c'est Emmanuel Macron qui est légèrement devant, mais dans d'autres sondages, François Fillon est repassé en tête. Sa campagne marquait un peu le pas à Emmanuel Macron. Ça vient au bon moment, ce ralliement aujourd'hui de François Bayrou. Alors déjà, on n'est pas propriétaire de ses voix. C'est vrai qu'en 2012, ça a été vu comme un acte de trahison que François Bayrou appelle à voter pour François Hollande. Je rappellerai qu'une majorité relative d'électeurs François Bayrou 2012 avait voté Nicolas Sarkozy. Moins que ce que le président de l'époque espérait, mais quand même. L'IFOP, dans son rolling quotidien dont vous parliez, testait l'hypothèse Bayrou. Il était entre 5 et 6%, 5,5% depuis maintenant plusieurs jours. Et nous avons fait cette semaine une hypothèse sans Bayrou avec Fiducial pour Paris Match et Sud Radio. On voit très bien qu'il y a un effet pour Macron, puisqu'il passe de 19% à 22% quand François Bayrou n'est pas testé. Il y a aussi un électorat du MoDem
qui regarde du côté de la droite, puisque François Fillon passe de 18,5 à 20. Ce qui peut être surprenant, et je partage ce que vient de dire Judith Weintraub, c'est les propos de François Bayrou quand on sait que l'élection présidentielle s'inscrit dans une continuité d'élections, aux élections départementales, aux municipales le plus souvent, aux élections régionales. Nous avons eu que des listes d'union. LR, UDI et Modem, y compris Ouais. quand la tête de liste était Laurent Wauquiez en Rhône-Alpes-Auvergne. En tout cas, c'est vrai, dans le rolling, on n'a pas vu de vraie baisse en faveur d'Emmanuel Macron, mais une perte suite à ses propos Ouais. sur la colonisation du côté de l'électorat de droite et du centre. Là, c'est vrai que le renfort peut-être de François Bayrou va pouvoir peut-être créer un choc en termes de vote utile à gauche, parce que maintenant, Emmanuel Macron largement au-dessus de 20, quand Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon sont extrêmement loin. N'oublions pas le traumatisme du 21 avril pour le peuple de gauche. Il y a peut-être maintenant une sorte de chemin pour éviter un second tour Fillon-Le Pen. C'est aussi un élément à voir. Un vote utile à gauche, c'est ce que vous semblez nous dire, hein. Alexis Massard, il brûle ses vaisseaux. François Bayrou, lui qui, comme vient de le rappeler Frédéric Dabi, a fait alliance lors de tous les derniers scrutins nationaux et locaux avec la droite parlementaire. Je pense qu'avant tout, il change de posture. C'est-à-dire que là, c'est pour lui une page de sa carrière politique qui se termine. On ne le voit pas candidat lors de la prochaine Il insiste élection. beaucoup sur l'abnégation, d'ailleurs. C'est Ah oui, formidable. tout à Je l'heure, me sacrifie. dans la conférence de presse, c'était vraiment sacrificiel, ça, je suis complètement d'accord. Donc là, il change de posture et quelque part, il passe d'une force électorale, même si elle s'est amoindrie récemment, mais on a quand même toujours un peu l'idée d'un François Bayrou à près de 19% il y a 10 ans. Donc, il passe d'une force électorale, toujours dans les esprits, à davantage une force de la parole. Et c'est ça, je pense, qu'il apporte davantage à Emmanuel Macron aujourd'hui, et ce qui fait qu'il emmène le Modem aussi dans une nouvelle aventure dont on ne connaît pas les contours, parce que alliance, ça veut dire quoi? Ça se décline comment? Fusion avec En Marche et du Modem, une confédération à la mode UDF que François Bayrou connaît particulièrement bien. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. Ceci étant, simplement pour terminer sur votre question, je pense qu'il a aussi analysé ses vaisseaux, ses forces. Quelles auraient été ses chances d'arriver à un score correct avec l'état actuel des militants, des dirigeants du Modem qui regardaient déjà en partie du côté d'Emmanuel Macron. Henri Laurey, qu'est-ce qui a poussé Bayrou à renoncer? C'est un choix de conviction bien dicté par les circonstances et voilà, je crois que les envie de pas circonstances, subir une cuisante défaite. Non, mais d'abord, je pense qu'on peut lui faire tous les procès qu'on veut. Mais quand il dit, écoutez, la situation est ce qu'elle est, ce que tout le monde constate d'ailleurs, je pense que là, il est relativement sincère, je dirais. C'est une lucidité commune avec celle de François Hollande qui avait donné finalement à peu près les mêmes raisons à son renoncement. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour rebondir sur ce que vous disiez, moi je trouve qu'il y a effectivement déjà peut-être une tentative de recomposition politique qui s'engage. Je ne sais pas quelle sera la force d'entraînement de l'alliance, parce que c'est pas un ralliement, a priori c'est une alliance. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais on verra bien. Je ne sais pas ce que ça va apporter véritablement en définitive à Macron. Ce que je constate, c'est que... En tout cas, il a répondu à cette offre en lui donnant le plus de solennité possible, hein, en disant vraiment, là ce sont ses termes, elle s'inscrit pleinement dans la démarche de renouvellement et de rassemblement qui depuis le début est la nôtre. Enfin, il l'a fait sienne, et tout comme il fait sienne d'ailleurs les 4 propositions de François Bayrou. Non, mais pour répondre à votre question, écoutez, il sait parfaitement bien que c'est le syndrome du dégagisme en ce moment. Au fond, il s'est auto-dégagé de la vie publique. Non, mais on peut le dire. C'est un choix lucide et responsable, nous dit d'ailleurs un internaute sur Twitter. Oui, non, mais je pense que c'est un choix de lucidité, de conviction, chacun appréciera, d'abnégation, oui, d'une certaine manière. Disons qu'il a mis un mouchoir sur son ego, tout simplement parce qu'il est conscient de la situation, et puis que ça apportait quoi finalement? Pardon, juste sur ça. Jusqu'à présent, bon, je ne reviens pas sur les contradictions entre toutes les qualités que François Bayrou trouve aujourd'hui à Emmanuel Macron et tous les défauts qu'il s'est longtemps trouvé à lui-même, hein, d'ailleurs. Et tous les défauts qu'il lui trouvait hier. Ça a été un festival sur les réseaux sociaux. Tout le monde a cité Emmanuel Macron, candidat des forces de l'argent. Des grands intérêts financiers sont derrière Emmanuel Macron qui sont absolument incompatibles avec l'exercice de la fonction politique. Bon, laissons ça de côté, d'accord. Il y a quand même un élément qui est assez troublant, c'est que comment François Bayrou a-t-il justifié de se présenter en 2002, en 2007, en 2012, alors que déjà le Front National, on l'a vu en 2002, représentait
avait des chances. Vous voulez dire que le risque de dispersion des voix à l'époque ne l'empêchait pas de se présenter? Que disait-il? C'est le contraire. C'est en rétrécissant l'offre, en faisant des unions artificielles qu'on fait monter le Front National. Or là, il tient exactement le raisonnement inverse. Oui, donc c'est la peur peut-être d'une C'est ce qu'il défaite, disait, d'une humiliation. Tu as raison, c'est ce qu'il disait lors du congrès fondateur de l'UMP en Il a toujours dit, 2002. jusqu'à aujourd'hui. Si nous pensons tous pareil, c'est que nous ne pensons pas du tout. C'est que nous ne pensons plus rien. Plus rien, voilà, tout à fait. C'était vraiment ses propos. Il y a aussi un choix, je pense, que je résumerai par Bayrou, combien de divisions. Lorsqu'on regarde le positionnement d'Emmanuel Macron, ni gauche ni droite, et gauche et droite, si je mets de côté Chevènement 2001, ça rappelle furieusement François Bayrou 2007, et ça avait failli complètement marcher, puisqu'il était monté dans les enquêtes à 22-23%. Il prenait de l'électorat royal ou socialiste qui ne croyait pas en la compétence de Ségolène Royal à exercer la fonction. Il prenait de l'électorat de droite qui craignait la rupture sarkozienne. Et lorsqu'on regarde actuellement dans notre rolling quotidien la structure de vote en faveur d'Emmanuel Macron, c'est un copier-coller de Bayrou 2007, très fort chez les 35-49 ans, très fort dans les classes moyennes et supérieures, la France du oui aux élections européennes, très fort chez les personnes diplômées, mais aussi chez les personnes âgées. Il a très bien vu que son espace s'était complètement rétréci. Et quand on regarde même le vote Bayrou 2012, Emmanuel Macron, dans l'hypothèse où François Bayrou était testé, prenait autant ou presque d'électeurs Bayrou que François Bayrou lui-même. Il a bien vu cet espace tout à fait rétréci que l'on voyait quantitativement lorsqu'il était entre 4 et 5 dans les enquêtes d'intention de vote. Alexis Massard, Emmanuel Macron a coupé l'herbe sous le pied de François Bayrou en préemptant son positionnement. Est-ce qu'il n'y a pas quand même aussi dans ce ralliement aujourd'hui de François Bayrou la suite logique d'une conviction qu'il avait vue dès 1995 revendiquer une large alliance au centre qui allait de Jacques Delors à Édouard Balladur à l'époque? En fait, le malheur aujourd'hui de François Bayrou, c'est peut-être d'avoir eu raison trop tôt dans sa propre analyse, alors que les circonstances n'étaient pas réunies. À l'époque, on avait un système politique qui n'avait pas ce niveau de déliquescence qu'on connaît aujourd'hui. Oui, bien sûr. Parce La configuration planétaire n'était pas la même. Tout à fait. Non, mais après, on peut additionner les Sauf éléments. qu'il n'est plus en position de l'incarner lui aujourd'hui. C'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on aurait éventuellement deux candidats exactement sur le même segment. Or là, cette fois-ci, il y a quand même une différence par rapport aux dernières élections. C'est que la présence de Marine Le Pen au second tour en première position est quasi acquise aujourd'hui, même s'il faut toujours attendre le jour de l'élection, il faut toujours le rappeler aux téléspectateurs. Ceci étant, on a quand même une vision qui est différente de celle de 2002, où il y a quand même une surprise au deuxième tour, même si on voyait des choses bouger, mais ce n'était pas absolu. Le FN s'était effondré en 2007, et c'est là que François Bayrou trouve le maximum d'espace. Oui. Sauf qu'on est toujours sur un deuxième tour de l'élection présidentielle, droite-gauche, Sarkozy, Royal, sur l'élection de 2012, le deuxième tour, Sarkozy-Hollande, on est toujours sur du droite-gauche. Alors là, cette fois-ci, le système est complètement droite et gauche à l'envers. Peuvent disparaître du là, second tour. Non, mais là, la question est très claire, c'est chez François Bayrou, qui va être le second du premier tour de l'élection présidentielle et qualifié pour le second tour. Oui. Je ne suis pas sûr que ce soit en tout cas une très bonne nouvelle pour Fillon, cette histoire. Alors ça, franchement, c'est vrai qu'il y avait un peu de vent dans les voiles après une semaine un peu difficile pour Macron, où il a quand même commis une ou deux bourdes qui ont coûté cher apparemment. Sur la colonisation, crime contre l'humanité, il a coûté cher à droite, mais il a aussi refabriqué l'image et repris à gauche. Donc, il est resté plutôt stable, mais ça n'a pas été une bonne séquence. Oui, ça n'a pas été une bonne séquence. Il l'a dit lui-même d'ailleurs. Donc maintenant, la question c'est de savoir si cette alliance-là, si cette association va apporter un socle nouveau. Oui. Est-ce que c'est un socle nouveau à 21-22 ou est-ce qu'on reste toujours dans la configuration que vous évoquiez au début de l'émission? Ils vont s'entendre, Judith Weintraub, compte tenu de ce qu'on sait de leurs personnalités respectives. Vous l'avez souligné, François Bayrou a longtemps présenté Emmanuel Macron comme un banquier, finalement un homme de l'establishment financier. Est-ce qu'on peut être comme le responsable Emmanuel Macron des erreurs économiques de François Hollande? Est-ce qu'on peut être soutenu à la fois par Alain Minc et par François Bayrou? Je pense que, d'ailleurs, on a eu déjà deux exemples de divergence exprimés par François Bayrou lui-même dès son offre d'alliance faite à Emmanuel Macron. Non, la colonisation n'est pas un crime et c'est une faute politique de l'avoir dit. Et oui, il y a une culture française. Excusez-moi, ce ne sont pas des broutilles. C'est pas anodin. Pas des points de détail.
visiblement, l'alliance ne repose pas sur un accord de fond. D'ailleurs, un journaliste a demandé à François Bayrou si lui, il avait le privilège de connaître le programme d'Emmanuel Macron, puisque je vous rappelle que c'est le 2 mars qu'Emmanuel Macron va finalement présenter son contrat, proposer son contrat aux Français. Quelle a été la réponse de François Bayrou? Il m'a donné les grandes lignes, alors par pointillisme, j'adhère, et puis j'espère que la suite me donnera raison. C'est vraiment pas un accord de fond. D'ailleurs, la seule mesure, mais j'ose à peine la qualifier de fond, qui figure dans les 4 conditions, c'est la proportionnelle. Proportionnelle, bien sûr, qui tient à cœur, mais pour des raisons d'intérêt partisan. On est dans la cuisine politique. La mécanique institutionnelle. Il ne faut pas être méprisant. C'est vrai que la proportionnelle peut ouvrir des choses. Elle peut aussi permettre la recomposition. Une foire pas possible. Alors, ça dépend quelle sera la dose de proportionnelle, en l'occurrence, quand même. Oui. Mais c'est vrai qu'ils ne se sont pas parlé depuis une semaine, Alexis Massard. Enfin, je ne sais pas, c'est ce que disait François Bayrou. Il disait en gros qu'il avait eu pour la dernière fois au téléphone Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il ne l'a pas appelé avant de faire part aujourd'hui de son choix et donc de ces 4 conditions. Il ne se doutait, il ne savait pas si elles seraient ou pas acceptées par Macron et quel accueil plus généralement Macron allait faire à cette offre de service. Je ne connais pas l'agenda précis d'Emmanuel Macron et de François Bayrou. Ça vous semble plausible? Ils ont déjeuné ensemble il y a une semaine. Moi, je pense qu'il y a forcément un message qui a été passé juste avant la conférence de presse à minima, puisque la réaction d'Emmanuel Macron est tombée assez vite. Et puis, c'était assez intéressant de voir que ce matin, les tweets lancés par Emmanuel Macron touchaient à la question européenne. C'est-à-dire qu'il remettait sur la table des éléments qui pouvaient servir de rapprochement, en tout cas de mettre en avant une cohérence dans la discussion entre les deux. Bayrou a complètement négligé, d'ailleurs. Oui, de François Bayrou n'en a absolument pas parlé pendant la conférence de presse. Quel rôle peut jouer, Frédéric Dabi, François Bayrou auprès d'Emmanuel Macron? Est-ce que ce sera une figure tutélaire, un moyen de rassurer peut-être un électorat qui est inquiet peut-être par le manque d'expérience d'Emmanuel Macron? Ou bien est-ce qu'on peut vraiment envisager un ticket, même si ce n'est pas vraiment l'esprit des institutions? Voilà, ce n'est pas la question la plus facile que vous posez, parce que personnellement, personne ne peut le dire aujourd'hui. C'est avec la présidentielle, c'est la rencontre d'un candidat avec le pays qu'il se regarde réciproquement, si je peux dire, au fond des yeux. Les tickets, ça n'a jamais trop marché. C'est vrai qu'on avait aussi beaucoup de questions qui avaient aussi surgi en 2007 quand François Bayrou avait connu sa dynamique. Avec qui va-t-il gouverner? Il y a quand même beaucoup de ralliements qui peuvent laisser donner l'impression qu'En Marche devient une armée. Alors vous avez cité Vatal-à-Main, qu'on avait François de Rugy. Oui, on va en parler d'ailleurs dans la deuxième partie. Ce n'est pas rien, ça pourrait peut-être contrebalancer l'alliance probable entre Benoît Hamon et le candidat écologiste Yannick Jadot. Voilà, maintenant, il y a aussi un risque, puisque, n'oublions pas, dans l'électorat, quand on dit de manière un peu directe, ce ralliement, c'est un mauvais coup pour François Fillon, je pense être relativement prudent. N'oublions pas que dans l'électorat de droite, il y a un acte lourd qui est la trahison perçue de François Bayrou vis-à-vis de François, vis-à-vis de Nicolas Sarkozy en faveur de François Hollande. On va voir l'illustration par tweet. N'oublions pas aussi qu'une des stratégies du camp Fillon, c'est de dire voter Macron, c'est voter pour Hollande. Élire Macron, c'est élire un deuxième Hollande à l'Élysée. Mais avec maintenant... Ça a joué contre Juppé, ça. Ça, c'est un argument de Sarkozy qui a joué contre Juppé. Qui était soutenu par Alain Minc et par François Bayrou, je tiens à le rappeler. D'un autre côté, ce soutien de François Bayrou, ça peut encore amplifier cet argument. Macron, Hollande bis, Macron, candidat de gauche, et donc refusons un deuxième quinquennat de gauche à l'Élysée. Et d'ailleurs, en réaction d'un twitto, le soutien de François Bayrou va porter du tort à Emmanuel Macron. Vous voulez dire un mot très rapidement? Oui, Frédéric parlait de l'aversion, enfin c'est moi qui dis aversion, mais dans l'électorat de droite vis-à-vis de François Bayrou. Il y en a aussi chez une partie des centristes. Il ne faut pas oublier que le centrisme en France est coupé en deux, non pas géométriquement, parce qu'il y a une petite partie qui est le MoDem et une grosse partie qui est l'UDI. Et eux ont fait le choix de François Fillon. Voilà. Et moi, j'étais au congrès du Parti radical début février, où l'une des motions en présence proposait le ralliement
à Emmanuel Macron. Elle a fait un tout petit tiers des voix. Et les gens qui la soutenaient expliquaient qu'il faut qu'on y aille vite, 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 parce que sinon, on va se faire doubler par François Bayrou. Or, la hantise des centristes ex-UDF qui sont aujourd'hui à l'UDI, c'est le retour de François Bayrou. Donc, quel sera l'impact sur... Là, je parle des notables, mais quel sera l'impact sur l'électorat? Il n'est pas sûr qu'il ne soit pas le même. Et on va y revenir dans un instant, puisqu'on doit marquer une courte pause, et ce sera le retour du débat d'ici 2 minutes. Restez avec nous.